Yogiri est un rat de laboratoire qui débloque une compétence de mort instantanée, mais il est téléporté dans un monde dirigé par de mauvais sages. Cependant, lorsqu'il réalise qu'il doit vaincre des dieux sombres pour rentrer chez lui, il utilise sa compétence pour faire monter en puissance la Psycho Shoddy, qui l'aide à éliminer ses ennemis pendant la journée, tandis qu'il reçoit d'elle des faveurs intimes la nuit. Avant cela, Yogiri participe à une excursion scolaire lorsque son bus scolaire est soudainement téléporté dans un monde totalement différent. À ce moment précis, une jeune fille monte dans le bus et se présente comme la Sage Shine. Lorsque le professeur tente d'intervenir, elle l'élimine sur le champ et leur intime l'ordre de se concentrer sur ses paroles, sous peine de connaître un sort identique. Cependant, elle dévore tout de même le chauffeur de bus, car il n'a aucune pertinence pour l'intrigue principale. C'est un monde véritablement maléfique dans lequel nous sommes contraints de vivre. Ensuite, elle informe les étudiants qu'elle les a conduits ici en tant que nouveaux candidats sages, car ce monde est entièrement gouverné par des sages, et elle souhaite ardemment reconstituer leurs effectifs. Elle lance alors un puissant sortilège qui confère à chacun des capacités spéciales, à l'exception de quelques candidats jugés inaptes, et leur confie la mission de terrasser un dragon. Par la suite, les étudiants commencent à se préparer activement à une attaque imminente, mais Yogiri, qui n'a pas reçu de nouveaux pouvoirs, dort profondément comme un chien, sans le moindre souci au monde. Pendant ce temps, les autres désignent un individu nommé Yasaki comme leur chef incontesté, et celui-ci décide d'utiliser les plus faibles comme appât, les enfermant à l'intérieur du bus. Peu de temps après, le dragon fait son apparition et élimine sans pitié certains de ces malheureux. La dernière jeune fille encore en vie, nommée Tomo, réveille Yogiri, et il constate avec effroi que tout le monde autour de lui est décédé. Lorsque le dragon s'approche d'eux, Tomo panique complètement, prise de terreur. Mais Yogiri parvient à l'exécuter avec une facilité déconcertante, sans bouger le moindre muscle. Tomo lui demande, pleine de curiosité, comment il a bien pu accomplir cela. Mais Yogiri ment effrontément, affirmant que le dragon est mort de lui-même, sans intervention. Après s'être relevés, ils aperçoivent 3 de leurs camarades de classe voler droit vers eux. Et Yogiri se demande s'ils ne devraient pas les éliminer, étant donné qu'ils l'ont en substance abandonné ici à son triste sort. Lorsque les individus atterrissent, ils demandent à Kumo de les accompagner, car ils ont un besoin urgent d'une certaine forme de réconfort, et leur chef utilise même une gigantesque boule de feu pour l'intimider. Cependant, Yogiri devient soudainement très grave et lui ordonne de mourir, ce qui le fait s'effondrer instantanément. Il reproduit ensuite la même action avec le second individu avant d'expliquer qu'il possède une compétence nommée mort instantanée, ce qui le transforme en une sorte de Light Yagami à petit budget. Il interroge ensuite le dernier homme, Dimon, sur la raison de leur comportement aussi stupide, et celui-ci lui révèle que c'est parce qu'ils sont déjà venus dans ce monde, une fois auparavant. Tous les 3 avaient été invoqués dans le but de vaincre le Seigneur Démon, et une fois leur mission accomplie avec succès, ils furent renvoyés dans leur monde d'origine. Il révèle également que bien qu'ils aient vécu ici pendant une année entière, seulement quelques heures s'étaient écoulées dans leur monde natal. Yogiri décide de l'éliminer également, mais l'homme implore sa vie, allant même jusqu'à se placer un collier d'esclave autour du cou, afin de garantir une obéissance éternelle envers Yogiri. Cependant, Diamant s'avère être plus inutile que Sakura, alors Yogiri lui ordonne d'attendre près de la forêt enchantée. Il lui intime également de vider l'intégralité de son inventaire personnel. Ainsi, le rapide les quitte en leur laissant plus d'argent que n'importe lequel d'entre vous, les Brokies, n'en a jamais vu de sa vie. Par la suite, il conseille à Tomo de ne faire confiance à absolument personne. Mais lorsqu'elle lui demande pourquoi il lui fait confiance, il répond que c'est parce qu'elle possède de doux et moelleux melons, ce qui la fait complètement perdre la tête. Pendant ce temps, Shine se prélasse tranquillement dans ses quartiers privés lorsque son assistant, Yuichi, arrive et lui présente un rapport détaillé sur l'état de la mission. Il lui révèle que 2 individus de rang S ont également été abattus durant cette mission, et il s'inquiète sérieusement que quelqu'un utilise une magie de mort instantanée. Shine n'est pas réellement perturbé par cette nouvelle, et lui ordonne de gérer la situation par lui-même avant de retourner à ses occupations personnelles. Plus tard, Tomo et Yogiri parviennent à atteindre une sorte d'île paradis à petit budget, et lorsque Tomo aperçoit les gardes en train de refermer les imposantes portes, elle se précipite rapidement vers eux, pour ne réaliser qu'ils parlent une langue totalement différente. Il rencontre peu après un homme nommé Masahiko, qui par chance parle leur langue, et il lui explique qu'ils se sont retrouvés séparés de leur groupe d'origine. Masahiko leur explique qu'il perçoit habituellement des droits d'entrée de la part de tous, mais que les autorités supérieures leur ont formellement interdit d'interférer avec les candidats sages. Cependant, cela implique également qu'il ne pourra pas les aider à rejoindre leur groupe. Le duo décide donc de prendre rapidement la poudre d'escampette. En chemin, l'homme demande à Tomo si elle aimerait s'amuser avec ses noix, de manière suggestive, et Tomo est tellement horrifiée par cette proposition qu'elle saisit la main de Yogiri et s'enfuit à toute vitesse. Plus tard, elle avoue à Yogiri qu'elle craignait qu'il ne mette fin au jour de Masahiko, mais Yogiri lui assure calmement qu'il n'est pas un quelconque meurtrier dérangé. En observant les environs, il remarque toutes sortes d'individus, y compris des demi-humains et des elfes. À ce moment précis, une jeune femme chat nommée Morayu apparaît et leur propose de les guider gratuitement. Yogiri lui demande quel bénéfice elle en tirera, et elle répond qu'elle cherche à être courtisée par des candidats sages. Cependant, elle suppose à tort que Tomo fréquente Yogiri, elle promet donc de tenir sa bande à l'écart de ce dernier. Cette nuit-là, alors que Tomo revient de ses emplettes, Maraju arrive avec une bande de voyous et Yogiri comprend qu'ils sont sur le point d'être dévalisés. Leur chef explique en détail qu'ils ciblent les candidats sages dépourvus de capacité, car ceux qui possèdent une véritable force sont bien trop puissants pour qu'ils puissent les affronter. Tomo avertit rapidement Maraju de se retirer, insistant sur le fait que Yogiri est bien plus fort qu'il n'y paraît. Pourtant, elle ne fait que se moquer d'eux pour leur totale impuissance. Avant même que le groupe ne puisse lancer son attaque, Yogiri élimine nonchalamment tous ceux qui se trouvent derrière lui, puis il tourne son attention vers ceux de devant, testant s'il peut épargner leur vie en ne ciblant que des parties spécifiques de leur corps. Bien que l'expérience fonctionne parfaitement, il décide rapidement qu'il n'apprécie guère de voir les gens souffrir, admettant que la torture n'est absolument pas sa manière d'agir. Alors que ses alliés s'effondrent un par un, Mariju fond en larmes, complètement désemparée, alors il la laisse s'en aller, libre de partir.
Avant que lui et Tomo ne puissent quitter les lieux, la capitaine de la garde, Adele, et ses hommes leur barrent le chemin. Lorsqu'elle demande ce qui s'est exactement passé, Yogiri feint l'ignorance. Mais Adele démasque son bluff sans hésitation et avoue avoir absolument tout vu. Tomo exige de savoir la raison pour laquelle elle n'est pas intervenue plus tôt et Adele explique qu'elle était en train de traquer le véritable chef du groupe. Agacé d'avoir été ainsi utilisé, Yogiri écoute Georgie ajouter que ni lui ni Tomo ne possèdent de pouvoir, ce qui les rend des suspects fort peu probables dans cette affaire. Frustré par la situation, Idol s'en va, tandis que Yogiri demande à George de les aider à trouver un endroit où se reposer. À la réception de l'hôtel, Yogiri demande à Tomo si elle souhaiterait partager une chambre avec lui, mais elle n'est pas encore prête à franchir cette étape intime, alors elle refuse catégoriquement. Plus tard, elle s'installe dans une vaste chambre dotée d'un grand lit double. Mais le fait d'être séparée de Yogiri ne fait qu'intensifier ses pensées à son égard. Elle se demande s'il désire goûter à ses charmes, étant donné qu'il a proposé de partager une chambre, et elle se remémore également comment il avait mentionné que ses melons étaient particulièrement tremblants. À ce moment précis, elle aperçoit un fantôme dans sa chambre et pousse un cri perçant, pour réaliser ensuite qu'il ressemble étrangement à sa propre sœur. Le fantôme se présente comme Momo, et après quelques explications, elle révèle être venue ici en tant que son ange gardien personnel. Tomo commence à la réprimander sévèrement, car elle était introuvable au moment où elle en avait le plus besoin. Mais Momo explique qu'elle s'est dissimulée, craignant que Yogiri ne l'anéantisse purement et simplement. Tomo est stupéfaite en réalisant que la capacité de Yogiri fonctionne également sur les esprits, et Momo lui demande rapidement de le prévenir à l'avance afin qu'il ne soit pas pris au dépourvu par surprise. Momo explique alors que, étant elle-même un esprit, elle est en mesure de protéger Tomo des dangers surnaturels et que c'est précisément la raison pour laquelle Tomo n'a jamais acquis de pouvoir personnel. Tomo pique une crise de colère au début, mais Momo lui rappelle calmement que les pouvoirs s'accompagnent souvent d'un lourd tribut et qu'elle souhaitait uniquement la préserver de tout mal potentiel. Curieuse, Tomo demande si chaque personne dépourvue de pouvoir possède un gardien, mais Momo lui explique qu'elle représente un cas exceptionnel en raison de son lien avec l'école de tir à l'arc de Danura. Momo promet de faire absolument tout ce qui est en son pouvoir pour ramener Tomo dans son monde d'origine, mais Tomo hésite car elle est devenue entièrement dépendante de la présence de Yogiri. Désireuse de mieux la préparer, Momo passe la nuit entière à enseigner à Tomo ses techniques secrètes d'arts martiaux. Le lendemain, Yogiri et Tomo rencontrent une femme nommée Celestina, qui leur propose de les aider à retrouver leurs camarades de classe. En échange d'une certaine quantité d'or, elle marque leurs cartes, leur fournit des outils de traduction et leur remet même des billets de train pour se rendre à la capitale royale. Avant leur départ, Yogiri lui demande d'investir l'intégralité de leurs joyaux dans une entreprise, surprenant ainsi Tomo par son assurance et son calme inébranlable. À bord du train, Yogiri joue discrètement à son jeu vidéo, tandis que Momo plane à proximité de Tomo, qui s'agace et lui dit d'aller plutôt importuner Yogiri. Momo refuse, préoccupé par ce qu'il pourrait faire s'il venait à la remarquer, seulement pour que Yogiri déclare nonchalamment qu'il la voit déjà, depuis un certain temps. Il demande ensuite à Tomo de s'asseoir à ses côtés, et à l'instant même où elle s'exécute, il la plaque soudainement au sol. Confuse, Tomo lève les yeux et réalise avec stupeur que le toit entier du train a complètement disparu. Yogiri apprend qu'un héros est en train de combattre un agresseur venu d'un autre monde, tout près d'eux, et Tomo aperçoit le guerrier blond s'affrontant violemment avec un robot gigantesque. Elle demande nonchalamment à Yogiri de les éliminer, étant donné qu'il les gêne dans leur progression, mais il lui rappelle qu'ils ne peuvent pas simplement mettre fin au jour de quiconque les importune, la laissant ainsi embarrassée. Leur conversation est brusquement interrompue lorsque la bataille se rapproche dangereusement, et le héros Santero s'en prend violemment à des civils innocents, pris de frustration. Yogiri interroge Santero sur la raison de son attaque envers eux, mais Santero se met à jacasser sur sa prétendue supériorité, alors Yogiri l'élimine sur le champ. Le robot, témoin de la mort de Santero, explique immédiatement qu'il ne représente absolument pas un ennemi, et s'ils acceptent de le laisser partir, il leur exaucera un unique vœu. Yogiri acquiesce et lui demande comment il pourrait bien retourner dans son monde d'origine. Alors le robot lui explique qu'il aura besoin de coordonnées précises et d'une quantité d'énergie absolument massive pour y parvenir. Pendant ce temps, Adal et George interrogent un homme qui a été aveuglé par le pouvoir de Yogiri, mais absolument rien ne semble pouvoir le guérir de cette cécité. Leur chef, Lan, tente même de le transformer en vampire, mais il demeure obstinément aveugle. Avant qu'ils ne puissent élucider ce mystère, un héros fait irruption dans leur cachette, entièrement prêt pour le combat. L'autre héros, nommé Ian, attaque Lane, mais elle encaisse son assaut sans broncher, poussant le héros à se déchaîner complètement. Même après une explosion d'une ampleur considérable, Lan apparaît indemne et révèle qu'elle est en réalité immortelle. Elle projette ensuite Ain par-dessus le balcon et ordonne à Adele et George de partir à la recherche de Yogiri. Peu de temps après, ils aperçoivent le train et remarquent Santero gisant sans vie non loin de là. Lorsque Lane partage cette information avec Shoon, celle-ci suppose que Yogiri doit posséder une arme de mort instantanée, car il n'est absolument pas assez puissant pour vaincre un héros de cette envergure. Lors de leur réunion, Lan invoque un sage du nom de Masayuki et lui ordonne de rassembler le cadavre immortel et de lancer une opération d'envergure sur Ansabusa. Pendant ce temps, alors que Tomo et Yogiri se reposent pour la nuit, Momo revient avec une arme futuriste capable de changer de forme et la tend à Tomo. Le jour suivant, Yogiri et Tomo parviennent à la ville de Onsusuba et Tomo fait remarquer qu'elle ressemble étrangement à une ville japonaise. Elle remarque ensuite que Yogiri semble abattu, et c'est parce qu'il finit par éliminer systématiquement quiconque il attaque. Lorsqu'il déclare avoir éliminé tous les démons et voyous qui les poursuivaient sans relâche, Tomo réalise alors qu'il s'épuise lorsqu'il fait usage de ses pouvoirs. En naviguant à travers les rues de la ville, il localise un hôtel de grande hauteur que Celestina avait soigneusement marqué sur leur carte.
Lorsqu'il pénètre à l'intérieur, il tombe sur leur camarade de classe, Yuki, qui leur explique s'être séparé des autres et avoir entrepris sa propre quête. Avant qu'il ne puisse donner plus de détails, son acolyte Erika fait son apparition et lui demande d'un ton sévère s'il se montre amical avec d'autres jeunes femmes. Erika figure parmi la liste des conquêtes que Yuki pipe chaque nuit, aux côtés de Stephanie, Chelsea, Euphemia et Risa, toutes étant prêtes à leur sauter dessus à la moindre occasion. Yogiri murmure à l'oreille de Tomo que Yuki a été abandonné, tout comme le reste du groupe, et qu'il a dû acquérir un pouvoir spécial qui lui a conféré une taille impressionnante dans le domaine de la virilité. Cependant, Tomo révèle qu'il a toujours été un individu arrogant et très populaire auprès de la gent féminine. Yuki invite alors Tomo à intégrer son harem personnel. Mais comme elle se trouve en compagnie de Yogiri, Yuki propose de l'accepter en tant que simple serviteur. Étant donné qu'il est un idiot complètement dénué de bon sens, Yogiri conclut qu'il ne souhaite même pas mettre fin à ses jours. Mais Yuki affirme avec une confiance inébranlable qu'il appartient à la classe de sages la plus puissante. Il révèle ensuite que lors de sa première arrivée en ces lieux, la ville entière lui a organisé une grande fête, et c'est à ce moment précis que leur camarade de classe, Oruto, l'a approché. Il a expliqué à Yuki que, étant donné qu'il appartenait à la classe de sages la plus puissante, tout le monde l'évitait scrupuleusement. Il devrait donc se procurer des serviteurs de niveau 1, des subalternes. Chaque fois que ces serviteurs remportaient une victoire au combat, Yuki accumulerait toute leur expérience et deviendrait ainsi plus puissant. Yuki lui a demandé comment il était au courant de toutes ces informations, et il a révélé que son rôle de consultant lui permettait de déceler les capacités cachées chez n'importe quel individu. Lorsque Yuki lui a demandé la raison de son aide, Oruto a répondu qu'il voulait simplement s'assurer que l'un d'entre eux devienne un sage afin qu'il ne soit pas transformé en simple bétail, et c'est de cette manière que Yuki peut devenir plus fort, sans jamais avoir à combattre qui que ce soit. Il défie ensuite Yogiri en un duel, un affrontement direct, mais Tomo refuse immédiatement en son nom, car elle ne souhaite absolument pas qu'il périsse. Yuki décide alors de s'en aller, de quitter les lieux, et puisqu'il possède un si grand nombre d'acolytes, Yogiri dit à Tomo qu'elle sera plus en sécurité en sa compagnie. Cependant, Tomo se vexe en entendant ces mots, alors il s'excuse aussitôt. Quelques jours plus tard, Tomo est confortablement installé dans sa chambre, se demandant quand ils partiront, et Momo lui informe que Yogiri est toujours profondément endormi. Elle demande à Momo d'aller prendre de ses nouvelles, mais Momo refuse catégoriquement, car elle a toujours une peur bleue de lui. Pendant ce temps, Len est engagée dans un combat acharné contre un agresseur nommé Ténèbres, et ses pouvoirs commencent à se répandre insidieusement dans toute la ville. Peu de temps après, le corps immortel lance un assaut sur la ville, avec Masayuki à sa tête. Tandis que la ville sombre dans un chaos total, Tomo tire les rideaux de sa fenêtre, car elle est bien trop nonchalante pour s'en préoccuper réellement. Cependant, Momo lui révèle que quelqu'un les observe secrètement avec de sombres intentions, mais qu'ils ont employé une compétence particulière pour dissimuler leur présence physique. Tomo décide d'appeler Yogiri afin de le réveiller de son sommeil. Mais Yogiri est profondément endormi, plongé dans des rêves de sa jeunesse passée. Après s'être réveillé, il répond à l'appel et aperçoit Erika, animée d'une intention mortelle envers Momo. Il l'élimine instantanément grâce à sa magie de mort subite, avant de se diriger prestement vers la chambre de Tomo. Là, il contacte le personnel de l'hôtel pour les informer qu'une femme s'est effondrée sur le sol, afin qu'ils ne puissent pas le soupçonner par la suite. Tomo révèle à Yogiri qu'Erika fait partie des conquêtes de Yuki, il décide donc de prendre la fuite avant son arrivée. Pendant ce temps, alors que le signal d'Erika disparaît du système de Yuki, celui-ci est attaqué par un démon de très haut niveau, mais il le vainc aisément et en fait son serviteur personnel. Il interroge ensuite le démon sur l'étendue de ses ruines, et celui-ci lui répond qu'elles s'étendent jusqu'au 150e étage inférieur. Il envoie alors le démon descendre pour lui rassembler davantage de serviteurs avant de s'occuper de la question délicate concernant Erika. En consultant ses journaux de bord, il constate qu'elle a été prise par surprise par un individu inconnu, et Euphemia déclare que c'est difficile à croire, car Erika était une redoutable assassine. Elle explique en outre qu'Erika aurait pu se rendre à l'hôtel dans le but de capturer ou d'éliminer Tomo, mais comme elle a échoué, Tomo pourrait déjà être en pleine fuite. Yuki sait que Tomo possède une capacité vocale exceptionnelle, un véritable throat-goat 6000, il décide donc d'envoyer Risa et Chelsea à sa poursuite avant qu'elle ne puisse s'échapper. Pendant ce temps, Blen est toujours en plein combat contre les forces des ténèbres. Mais quoi qu'elle entreprenne, ses attaques s'avèrent futiles, et l'entité continue d'avancer inexorablement vers la ville. À l'hôtel, Yogiri et Tomo tombent nez à nez avec Risa, qui les gèle immédiatement dans la glace, révélant ainsi qu'elle est en mission pour ramener Tomo à son maître, Yuki. Yogiri utilise sa magie de mort sur la glace pour la briser avec une facilité déconcertante, et lorsque Risa tente une nouvelle fois, il reproduit la même action sur sa baguette magique. Il lui demande ensuite si elle dissimule d'autres baguettes cachées quelque part, et Risa en sort une de l'intérieur de ses melons. Yogiri lui demande alors si elle est seule en ces lieux, et Risa répond que tous les autres membres de leur groupe sont à la poursuite de Tomo. À ce moment précis, une silhouette sombre les attaque soudainement et violemment, mais Tomo réagit avec une rapidité fulgurante et les projette au sol. Yogiri se demande comment elle a pu devenir si puissante, et Momo affirme que leur entraînement a enfin porté ses fruits. La silhouette s'avère être une poupée entièrement contrôlée par Chelsea, et il lève les yeux pour apercevoir plusieurs autres poupées, toutes prêtes à les attaquer. Risa tente de sortir une autre baguette secrète au milieu du chaos ambiant, mais Yogiri l'élimine rapidement et sans la moindre hésitation. Lorsque les poupées les attaquent, il les vainc également sans difficulté avant de se diriger vers Chelsea, qui, telle une jolie petite poupée, implore elle-même la pitié. En échange, il décide de leur fournir des renseignements précieux sur Yuki, alors il envoie des insectes sous son contrôle pour les espionner discrètement. Les éliminer représenterait un trop grand tracas pour Yogiri, alors il décide de quitter purement et simplement l'hôtel. Pendant ce temps, Euphemia conseille vivement à Yuki de ne pas s'attirer les foudres de quelqu'un capable d'exécuter sur simple demande, mais son orgueil démesuré l'emporte, et il refuse catégoriquement d'écouter. Il ordonne alors aux insectes de les attaquer sans merci.
Mais Yogiri utilise leur aura meurtrière pour localiser précisément la position de Yuki. Cela lui permet d'éliminer Yuki sans même le voir réellement, rendant ainsi sa capacité encore plus surpuissante qu'il ne l'avait imaginé au départ. Les insectes étant désormais libérés de l'emprise de Yuki, Tomo demande à Yogiri s'il accepterait de les écraser, mais il répond qu'il ne mettra pas fin à une vie simplement parce qu'elle est jugée désagréable. Pendant ce temps, puisque Yuki est décédé, Euphemia est libérée de son contrôle et décide de prendre la poudre d'escampette. Alors qu'elle s'aventure hors des ruines, elle aperçoit Lan flottant majestueusement devant elle et une obscurité gigantesque à l'arrière, se dirigeant inexorablement vers la ville. Lan utilise alors un puissant sortilège de charme sur elle avant de la transformer en vampire afin qu'elle puisse découvrir comment Yogiri a réussi à vaincre Yuki. D'un autre côté, Yogiri et Tomo sont prêts à quitter la ville sans tarder, mais ils sont confrontés à une armée entière de zombies affamés. Alors que la ville entière sombre dans un chaos indescriptible, Tomo se demande s'il devrait intervenir pour aider, mais Yogiri estime qu'il est préférable de simplement s'en aller. Alors qu'il s'apprête à quitter les lieux, Masayuki rencontre le maire, Ryota, et lui révèle qu'il est présent ici sur les ordres formels de Lan. Une fois que Ryota lui a remis la clé de la ville, Masayuki annule l'assaut des zombies et informe les citoyens qu'il est activement à la recherche de Yogiri et Tomo. Il affiche leur portrait à travers toute la ville et exige qu'ils amènent ces deux individus à la place centrale dans l'heure qui suit. S'ils ne s'exécutent pas, la ville entière se transformera en un véritable chaos, digne de l'après High School of the Dead, étant donné que tout le monde est désormais à leur trousse. Yogiri et Tomo se dissimulent dans une ruelle sombre et se demandent pourquoi ils sont devenus une cible. Yogiri se souvient alors qu'il a mis fin au jour de Santero, et cela doit être la raison pour laquelle les gens le recherchent activement. À ce moment précis, ils sont repérés par quelques citoyens, et lorsqu'un d'entre eux bondit sur Yogiri, il l'élimine instantanément. Lorsque les autres s'enfuient, Yogiri réalise que ces individus l'attaquent dans le but de sauver leur propre vie. Alors, pour éviter de leur faire du mal, il se demande s'ils devraient se rendre directement sur la place publique. Peu de temps après, tous deux rencontrent Masayuki à l'extérieur de la place, qui se moque ouvertement d'eux pour s'être présentés d'eux-mêmes. Masayuki est bien décidé à s'amuser à leurs dépens, à les tourmenter, mais Yogiri lui déclare calmement qu'il souhaite simplement prendre le train pour se rendre à la capitale royale. Cependant, Masayuki a érigé une barrière infranchissable autour de la ville, empêchant quiconque de partir, et il refuse catégoriquement de satisfaire les exigences de Yogiri. Yogiri déclare nonchalamment qu'il le laissera en vie s'il retire cette barrière, mais cela ne fait qu'irriter davantage Masayuki, le rendant encore plus furieux. Il déchaîne ensuite son armée de morts-vivants, car il est persuadé que Yogiri ne peut pas éliminer quelqu'un qui est déjà décédé. Cependant, Yogiri parvient à les exécuter sans la moindre difficulté, et lui-même ne comprend absolument pas le fonctionnement de cette capacité. Fatigué de ses inepties, Masayuki commence à se métamorphoser en loup-garou, mais Yogiri le prend pour Eren Yeager et met fin à ses jours en pleine transformation. Tomo le réprimande sévèrement pour avoir enfreint la règle d'or sacrée de l'anime, mais il est bien trop nonchalant pour s'en préoccuper le moins du monde. Puisqu'ils sont toujours confrontés au problème de la barrière, le duo se tourne vers le maire Ryota, qui est terrifié pour sa propre vie et implore désespérément la pitié. Il jure solennellement n'avoir absolument rien à voir avec cette attaque et que Lan avait expressément ordonné à Masayuki de les traquer sans relâche. Lorsqu'ils apprennent que Lane est également une sage, Tomo se lance dans une longue tirade sur la façon dont elle les a amenés ici et a tenté de les éliminer, et à présent, Lan agit de la même manière, reproduisant ses agissements. À ce moment précis, Momo signale qu'elle perçoit une aura meurtrière provenant de toutes les directions, et il regarde autour d'eux pour voir des citoyens sous contrôle mental les fixant du regard, tels des partisans fanatiques. Ryota récupère rapidement la clé de la ville du cadavre de Masayuki dans l'espoir de former une barrière, mais la clé s'avère malheureusement inopérante. Il s'avère en fait que Lane maintient la barrière par ses propres moyens, et Utimia avertit de ne surtout pas se faire un ennemi de Yogiri. Lane sait que Yogiri lui est désormais entièrement loyal et ne lui mentira jamais, ce qui implique que Yogiri pourrait également posséder le pouvoir d'entrer. De retour dans la ville, les citoyens se ruent vers Yogiri, armés jusqu'aux dents, et il est contraint de les éliminer, au grand désarroi et à l'horreur de Ryota. Pendant ce temps, Lan décide d'utiliser le jutsu des clones d'ombre pour augmenter ses chances d'éliminer Yogiri. Peu après, l'obscurité se dirige vers la ville. Et pendant que Yogiri est distrait par cela, Lan remarque que puisque ses clones n'ont aucune intention meurtrière envers lui, Yogiri ne peut pas la traquer comme il a traqué Yuki. Elle ordonne ensuite à ses clones de bombarder la ville dès que l'obscurité disparaît, et quiconque suivra ne sera qu'une catastrophe naturelle. Pendant ce temps, Tomo demande à Yogiri d'abattre le monstre, et dès qu'il le fait, les clones attaquent la ville. Yogiri dit à tout le monde de baisser la tête. Et une fois que les missiles s'arrêtent, il se retrouve le visage enfoui entre les airbags de Tomo, comme un moteur de bateau. Quand il se lève, Tomo l'informe que plusieurs femmes en robe rouge se dirigent vers eux, et Ryota révèle que c'est Lane. Tomo demande à Yogiri s'il peut éliminer la vraie Lan, mais il répond qu'elle ne l'attaque pas directement, donc il ne peut pas suivre son intention. Tomo demande ensuite à Ryota combien de Lane il y a, et il révèle que l'original vient de faire des copies d'elle-même pour se fondre dans la masse. Yogiri dit qu'il pourrait avoir un plan, mais cela exige que Lan l'attaque directement. Ryota sort une carte en direct de sa ville et révèle qu'il y a un schéma dans les attaques de Lan et qu'elle n'attaque jamais le même endroit deux fois. Cela leur permet de prédire l'emplacement de la prochaine attaque. Alors Ryota décide d'y aller seule. Cependant, Ryota dit qu'il peut les téléporter là-bas et Tomo dit qu'elle a une vue perçante qui l'aidera à repérer Lan de loin. Ainsi, il ne se téléporte pas vers le prochain site de bombe possible. Et une fois qu'il voit une attaque arriver, Yogiri attrape la main de Tomo et encaisse le coup.
Cela lui permet de traquer la copie de Lane et de les éliminer. Pendant que Momo utilise un sort pour les protéger de l'attaque, elle tend ensuite un parchemin à Tomo, révélant qu'elle l'a obtenu d'un agresseur et qu'il a le pouvoir de se transformer en bouclier. Peu après, des centaines de copies de Lane tombent comme des mouches, et la Lane originale réalise qu'elles sont toutes mortes parce qu'elles ont été créées de manière similaire. Juste à ce moment-là, Lane ressent le sort de Yogiri sur elle et réalise qu'il a d'une manière ou d'une autre traqué son corps original. Juste avant de mourir, elle dit quelque chose à propos de sauver une fille et ailleurs, une pièce mystérieuse s'illumine. Une fille se réveille dans un cercueil et voit un cristal dans sa main. Ce cristal affiche un message enregistré de Lane, lui disant qu'elle est une copie d'elle, mais avec ses propres pensées et sa propre conscience, faisant d'elle, en substance, une persone distincte. Elle n'hérite pas non plus des souvenirs de Lane, et de cette façon, elle sera protégée des attaques de Yogiri. Pendant ce temps, Tomo remercie Ryota pour son aide à sauver la ville, après quoi elle prend la jeep militaire de Masayuki et roule vers la capitale. Pendant ce temps, au camp des étudiants, une candidate sage samouraï, Ryoko, tranche des monstres tandis que ses Powerpuff Girls l'encouragent en arrière-plan. Plus tard, elle rencontre une camarade de classe nommée Carole, qui lui rend son téléphone avant de lui dire qu'elle l'avait emprunté car elle voulait vérifier si son outil de surveillance de Yogiri fonctionnait ou non. Quand Ryoko demande qui elle est, Carole dit qu'elle est une ninja américaine et que son organisation appelée l'Agence avait créé un satellite pour le surveiller, mais cela ne fonctionne pas ici. D'autre part, Tomo conduit à peine la Jeep à travers les montagnes rocheuses pendant que Yoji dort. Il rêve du moment où Masaka a signé pour la première fois un contrat avec l'Institut et elle a lu qu'elle pouvait aussi mourir au travail. Elle voulait partir mais l'intervieweur nommé Yukio l'a supplié de rester et lui a dit qu'il travaillait pour l'amélioration de la société. En lui faisant visiter les lieux, Yukio lui a parlé du terme Alpha Omega, qui était le nom de code du sujet de test dont elle était chargée de s'occuper. Il lui a en outre dit que le sujet de test pouvait éliminer n'importe qui à volonté, et Asaka a été immédiatement terrifiée car elle pensait qu'elle allait rencontrer un monstre. Quand elle a demandé pourquoi elle avait été choisie, Yukio lui a dit que, puisqu'elle était une enseignante impressionnante, l'organisation voulait qu'elle dispense une éducation afin qu'il puisse empêcher le sujet de test d'anéantir toutes les formes de vie sur Terre. Finalement, il l'a emmenée dans un coffre-fort et lui a remis un manuel d'instruction avant de la laisser. Asafo a utilisé sa carte pour ouvrir le coffre et est entrée dans un environnement de décor avec une maison à thème japonais au milieu. S'attendant à un monstre à l'intérieur, elle est entrée prudemment et a fait glisser la porte pour voir un jeune Yogiri assis seul. Elle s'est immédiatement précipitée, enragée que l'Institut ait enfermé un garçon, alors elle l'a jeté dehors et lui a dit d'aller prendre l'air. Yogiri était confus, mais il a ensuite remarqué un monstre d'ombre tapis derrière Hisoka et l'a éliminé en utilisant ses pouvoirs. Quand elle a demandé pourquoi il y avait des monstres ici, Yogiri lui a dit qu'il venait souvent ici pour le tuer. Alors qu'elle se présentait au garçon, Yogiri lui a dit qu'il avait faim, alors elle a décidé de lui préparer à manger. En mangeant, elle lui a demandé comment sa mère l'appelait. Mais Yogiri ne savait même pas ce qu'était une mère. Asaka a ensuite demandé si elle pouvait lui donner un nom, et quand il a accepté, elle lui a donné le nom de Yogiri. Quand Yogiri a demandé s'il pouvait prendre son nom de famille, elle a réalisé qu'il devait la considérer comme sa famille. Alors elle a accepté. Elle lui a ensuite appris à saluer les autres, et c'est ainsi qu'elle est devenue une figure maternelle dans sa vie. Actuellement, Tomo le réveille et lui dit qu'ils ne peuvent pas avancer car il y a un rocher sur le chemin. Yogiri dit qu'il veut retourner dans son monde d'origine, et pour cela il doit rencontrer Shohon, qui est dans la capitale. Cependant, comme la route est bloquée, ils décident de prendre un autre chemin et de faire demi-tour, seulement pour remarquer un dragon derrière eux. Tomo est paniqué, mais quand le dragon les attaque, Yogiri le fait tomber mort de la falaise avec désinvolture, lui rappelant qu'ils ont une armure scénaristique. Juste à ce moment-là, elle remarque une horde entière de dragons se dirigeant vers eux, et quand ils s'envolent pour attaquer, Yogiri les envoie tous au pays promis. Cependant, il admet aussi qu'ils sont en tort d'être entrés sur le territoire du dragon. Juste à ce moment-là, un dragon doré géant apparaît et Tomo croit qu'ils sont perdus. Cependant, Yogiri réalise que le dragon n'a aucune mauvaise intention envers eux, et peu après, il dit qu'il passe avant de s'envoler. Cependant, Yogiri lui dit de s'arrêter ou il subira le même sort que les autres. Le dragon prend alors la forme d'une fille nommée Attila, et elle est terrifiée à l'idée d'être éliminée. Yogiri demande pourquoi elle les a attaqués, et elle dit qu'elle voulait voir s'ils étaient qualifiés pour rencontrer le maître d'épée. Yogiri dit qu'ils ne connaissent aucun maître d'épée et qu'ils se dirigent vers la capitale royale. Cependant, quand elle dit que le maître d'épée est un rival des sages, Yogiri décide de lui rendre visite pour voir s'il a des informations sur la façon dont ils peuvent revenir. Attila les guide à travers la forêt et les emmène vers une foule d'épéistes, tous aspirant à devenir le prochain maître. Un gars leur dit de déguerpir parce qu'ils ne sont pas dignes, mais le maître d'épée Urib apparaît et dit aux autres de se battre jusqu'à ce qu'ils leur disent d'arrêter. Ils doivent réduire leur nombre d'au moins de moitié dans les 10 prochaines minutes, sinon ils échoueront tous au test. Yogiri n'est pas intéressé et demande s'il peut partir. Alors Urib crée une nouvelle règle, si quelqu'un s'échappe, les autres échoueront.
Alors que la bataille commence, les gens commencent à s'attaquer les uns les autres et un chevalier blond nommé Rix s'avance pour protéger Yogiri et Tomo. Il croit qu'un vrai maître d'épée protège les innocents. Et pendant son discours, Yogiri remarque quelques mages essayant de l'éliminer. Il utilise ses pouvoirs pour les abattre et le chevalier suppose qu'Ireg les punit pour leur insolence. Juste à ce moment-là, un garçon nommé Lionel commence à ramper vers Tomo et la supplie de lui donner la pierre arc-en-ciel à ses pieds. Une fois qu'elle le fait, le corps du garçon est restauré et Urib demande alors aux autres de s'arrêter et de venir avec lui. En chemin, Attila explique qu'ils peuvent devenir un chevalier divin en accomplissant leurs épreuves. Un chevalier divin est une figure qui veille sur un dieu sombre qui a été scellé par le roi divin il y a 1000 ans. Tomo demande ensuite à Lionel ce qu'était cette pierre plus tôt, et il dit que c'était une pierre d'excuse qu'il a reçue pour avoir eu un sort si terrible. La dernière fois, il a été sacrifié à un culte, alors une déesse est apparue et lui a donné une pierre qu'il peut utiliser pour guérir ou invoquer un objet porte-bonheur. Peu après, il traverse une barrière qui les mène à d'immenses plaines avec une tour incroyablement grande au centre. Dès qu'ils entrent, Momo sent une aura terrible et protège Tomo de celle-ci. Yogiri et Rick semblent aller bien. Mais Lionel commence à vomir, alors il doit utiliser sa pierre d'excuse pour se soigner. Après la disparition de l'aura, il remarque qu'Attila n'est pas avec eux et Rick révèle qu'elle a dû être arrêtée par la barrière. Les combattants restants se dirigent ensuite vers la tour géante et prennent un ascenseur jusqu'au sommet où Urib leur montre ce qu'il appelle la fin du monde. Tomo utilise ses yeux perçants pour voir un homme en noir et une femme en blanc au centre d'une gigantesque boule d'énergie. Ils semblent tous deux figés sur place et une épée les transperce tous les deux. Urib leur dit que le temps s'écoule beaucoup plus lentement dans la barrière et qu'il faudra 1000 ans avant qu'une attaque n'atteigne ceux qui sont à l'intérieur. Les participants ont ensuite appris qu'ils devaient atteindre le bas de cette tour en une journée pour compléter le prochain test. Mais Tomo croit que ce sera facile si Yogiri utilise simplement ses pouvoirs sur le dieu sombre, cependant il n'a aucune raison de lui faire du mal donc ce plan tombe à l'eau. Elle remarque ensuite que Yogiri agit un peu bizarrement, et il lui murmure quelque chose à l'oreille qui la fait paniquer. Yogiri suggère alors qu'il parte immédiatement, mais une mage nommée Frederica arrête Lionel et lui dit de lui donner une de ses pierres arc-en-ciel. Cependant, quand il dit qu'elle ne fonctionne que sur lui, elle s'énerve et part en crachant des absurdités comme une carène. Rick les informe ensuite que la tour est remplie de pièges, ils doivent donc avancer prudemment. Mais Lionel tombe immédiatement dans l'un d'eux. Il décide ensuite d'en attacher une à sa main au cas où il le referait, et il entre dans une pièce pleine de pièges juste après. Alors que Rick entre, il voit une chevalière nommée Teresa, éliminant tous ceux qui passent la porte. Quand il demande pourquoi elle participe alors qu'elle est déjà chevalière, elle dit que son titre de chevalière lui a été retiré parce qu'elle a été surprise à regarder trop de vidéos grooming. Alors maintenant, elle essaie à nouveau. Avant que Rick ne la combatte, Tomo l'avertit d'un fil super fin tendu à travers la pièce. Puisque son secret est exposé, Teresa se donne à fond. À tel point que même quelqu'un d'aussi fort que Rick a du mal à tenir le coup. À la fin du chaos, Yogiri claque des doigts et l'achève en un instant. Après cela, il aperçoit la main amputée de Lionel avec un cristal dedans, et Tomo trouve son autre moitié haletante de douleur. Plus tard, les quatre arrivent à un étage sûr, alors Yogiri suggère qu'ils se séparent d'ici. Rick accepte de suivre son propre chemin, et Lionel décide de passer la nuit ici car ses pierres magiques sont reconstituées après minuit. Yogiri décide de se reposer aussi, mais ils apprennent qu'il n'y a qu'une seule chambre disponible. Une fois à l'intérieur, Tomo lui dit de garder son Johnny à l'écart parce que Momo regarde, mais Momo dit qu'elle peut se cacher dans les murs s'ils veulent applaudir. Pendant qu'il parle, Yogiri enfile sa tenue de nuit et s'endort en quelques secondes, laissant Tomo rougir. Pendant ce temps, Lionel reçoit 100 pierres arc-en-ciel grâce à tout ce qu'il a affronté aujourd'hui, et apprend également qu'il peut échanger ses pierres contre un objet ultra rare. Quand il active l'échange, une blonde étrange avec des melons monstrueux apparaît, et il réalise que cette Shoti est Vanadu, la même déesse qu'il a envoyée dans ce monde avec les pierres d'excuse. Lionel s'attend à une gâterie, mais la déesse dit qu'elle n'est venue ici que pour l'informer qu'elle a mis à jour son point de réapparition, ce qui signifie qu'il apparaîtra ici chaque fois qu'il mourra. Après son départ, Urib apprend que le nombre de morts dans la tour ne correspond pas au nombre d'âmes dans la tour, et Urib lui dit de ne pas s'inquiéter car la barrière supprimera l'excédent de toute façon. Il apprend également qu'il doit rassembler les âmes des défunts pour maintenir la barrière. Ailleurs, une assassine nommée Aiwa court à travers les champs lorsqu'elle est attaquée par un homme. Elle utilise son œil magique pour apprendre que sa cible est Rakuto. Mais avant même d'écouter ce qu'elle a à dire, il recommence à l'attaquer. Cependant, Aiwa annule facilement sa magie, le poussant à recourir à une épée. Avant qu'il ne frappe, Aiwa se déplace derrière lui et l'achève avec sa dague. Juste à ce moment-là, elle reçoit des informations sur ses prochaines cibles, qui se trouvent être Yogiri et Tomo. Agacée de devoir s'occuper de candidats sages, elle passe à sa prochaine mission, mais pas avant qu'un idiot ne vienne courir après elle.
Il se présente comme Diamond, révélant qu'il est un guérisseur qui a été asservi par Yogiri avant que Rikuto ne le libère. Cependant, puisque Rikuto est maintenant mort, il veut qu'Ayoi l'accepte comme serviteur. Le lendemain, Tomo se réveille seulement pour trouver Yogiri dormant le visage enfoui dans ses pompons. Après l'avoir repoussé, elle remarque que Momo est à moitié coincée dans le mur. Et Momo explique qu'elle voulait leur donner un peu d'intimité. Cependant, elle est devenue curieuse et a commencé à espionner, et maintenant elle est à moitié coincée dans le mur. Elle explique également que la tour rassemble les âmes de tous ceux qui sont morts dans cette tour, et qu'il y a beaucoup d'aspirations dans les murs. Alors que Momo est de plus en plus absorbée, Yogiri se réveille et remonte la magie jusqu'à son lanceur, lui permettant d'arrêter le lanceur et de libérer Momo. Pendant que Momo se demande pourquoi il rassemble des âmes, Yogiri dit à Tomo de se durcir car il éliminera tous ceux qui se mettront en travers de leur chemin. Il explique également qu'il évite généralement les victimes, mais que tout le monde ici est prêt à risquer sa vie, alors il ne se retiendra pas à partir de maintenant. Tomo lui dit qu'elle a déjà des nerfs d'acier et qu'ils sont dans le même bateau. Et pour une raison quelconque, cela fait ressentir à Yogiri un étrange chatouillement dans son petit Johnny. Voulant cacher ses rougeurs, il se retourne et dit à Tomo de commander de la nourriture ou il pourrait finir par dévorer son cookie. Pendant ce temps, Ayoa est en route pour Ansasuba. Juste à ce moment-là, un autre dragon doré les attaque, mais Ayoa dit simplement qu'un dragon de cette taille ne devrait pas pouvoir voler, le faisant tomber. Elle révèle ensuite que sa capacité lui permet de modifier tout phénomène naturel comme bon lui semble. Daimon dit que c'est comme jouer à Minecraft avec des blocs de commande, mais elle révèle que sa capacité devient inutile contre ceux qui ont des statistiques de chance élevées. Le dragon grimpe la montagne pour les attaquer à nouveau, mais quelque chose le tranche en deux et Ayoa le reconnaît comme l'agresseur, le hérisson. Après avoir recueilli des informations, le hérisson s'envole, mais Ayoa remarque qu'il se dirige vers une grande tour. Elle croit qu'elle y trouvera Yogiri, mais Diamond ne veut plus le revoir, la poussant à traîner ses grosses joues à travers les montagnes. Pendant ce temps, Yogiri et Tomo traversent les pièges avec aisance en utilisant ses capacités de mort instantanée, seulement pour tomber sur un sorcier en armure dorée nommé Iglesia, qui se trouve être le créateur de cette tour. Yogiri dit qu'il veut juste partir, mais l'homme dit que c'est impossible car cette tour a été construite dans le seul but de récolter des âmes et de les utiliser pour maintenir le sceau qui contient le dieu sombre. Yogiri promet de ne plus détruire de pièges s'il les laisse simplement sortir, mais Iglesia le juge trop dangereux et décide de l'éliminer. Avant qu'il ne puisse dire un mot, Yogiri le tue et dit à Tomo de continuer. Pendant ce temps, Rick marque 100 points et atteint un mur de feu où Frederica aide également Lionel à marquer des points. Une fois qu'il a suffisamment de points, le mur de feu tombe et Rick remarque que Lionel est maintenant bien équipé pour se battre. D'autre part, Yogiri et Tomo atteignent un colisée où deux épéistes s'affrontent, tandis qu'un gros bonnet observe depuis son trône, instruisant les femmes de son côté d'avoir l'avantage. L'homme s'appelle Masaki et il garde la sortie. Il dit ensuite à l'autre combattante d'arrêter de cacher son vrai pouvoir, alors elle abandonne son déguisement et révèle qu'elle est une demi-démone nommée Théodisia. Alors que la bataille reprend, Yogiri l'interrompt et demande s'ils le laisseront passer sans problème. Cependant, Masaki propose un duel. S'il peut battre ses filles, Shiro, Giralda et Ima, il les laissera partir indemnes. Masaki ordonne à ses sous-fifres d'éliminer Yogiri, mais il les tue instantanément, le laissant sous le choc. Yogiri et Tomo passent ensuite devant lui avec désinvolture vers la porte, et quand Masaki essaie de les prendre en embuscade, Yogiri l'élimine aussi. Voyant la force de Yogiri en action, Théodisia s'incline devant lui et demande s'il pourrait l'aider avec quelque chose. Elle révèle qu'elle cherche sa sœur cadette, et le duo accepte de l'aider à la trouver. Yogiri demande si elle a des indices, et elle dit qu'elle peut sentir la présence de son peuple sous terre. Alors qu'ils atteignent le dernier étage, Urib note que 17 guerriers ont réussi l'épreuve. Mais avant qu'il ne puisse s'adresser aux guerriers, son assistant arrive et lui dit que la première barrière est sur le point de tomber, et que la seconde est également instable. Par la suite, la tour est détruite et tout le monde voit la première barrière tomber sous leurs yeux. Un garçon ailé fait son apparition et Urib charge tout le monde de l'attaquer. Profitant du chaos, Yogiri, Tomo et Théodisia se faufilent sous terre pour chercher la sœur de Théodisia. Le garçon demande à son œuf comment détruire la deuxième barrière, mais quand il refuse de parler, il commence à éliminer les mages à gauche et à droite. Frederica le frappe avec son attaque la plus puissante, mais le garçon l'absorbe facilement. Un autre garçon apparaît et lui dit qu'elle n'est pas encore assez forte pour les battre. Il se présente ensuite comme Loot, et le garçon ailé s'appelle Orgain. Quand Frederica attaque à nouveau, Loot attrape son bâton et le transforme en bonbon. Rick tente sa chance avec Loot, mais aucune de ses attaques n'atteint sa cible. C'est alors que Lionel reçoit une notification concernant un objet spécial, alors il décide de tenter sa chance avec toutes ses pierres magiques. Par niveau, la déesse des Mommy Milkers apparaît à nouveau. Et contrairement à la dernière fois, elle décide de s'occuper du problème. Cependant, Organ s'incline d'une main pour montrer un respect absolu, tandis que Loot se jette carrément dans ses bras.
Confus, Lionel lui demande ce qui se passe, seulement pour apprendre qu'elle est comme la meilleure amie de Lute et Orgain. Pendant ce temps, Yogiri et les filles descendent, mais les escaliers semblent bouclés à l'infini. Momo croit qu'il doit y avoir une barrière qui altère le chemin, ce qui signifie qu'il cache quelque chose. Juste à ce moment-là, Théodisia sent de faibles traces magiques de son peuple. Alors quand Momo demande à Yogiri de détruire la barrière, juste à ce moment-là, la barrière disparaît aléatoirement et s'ouvre comme un nouveau chemin vers le bas. Tomo s'accroche rapidement à Yogiri, terrifiée car elle sent un monstre traverser son corps. Pendant ce temps, Théodisia trouve une porte en bas. Et quand elle entre, elle découvre plusieurs capsules où les âmes de son peuple sont récoltées pour maintenir la barrière. Voyant l'horreur sur son visage, Yogiri dit à Tomo de rester dehors car elle n'a pas le cœur de voir cela. Théodisia dit ensuite à Yogiri que sa sœur n'est pas ici, mais voir son peuple dans cet état lui causera un traumatisme dont elle ne se remettra pas avant des années. Finalement, Théodisia décide de mettre fin à leur souffrance, après quoi elle jure d'éliminer le maître d'épée pour venger son peuple. À la surface, Urip dit à Rick qu'en cas de décès, il devra prendre sa place en tant que nouveau maître d'épée. Il conseille à Rick d'utiliser le pouvoir stocké dans la tour et de le canaliser dans son épée. Lionel se sent comme une déception dans ce cas, mais il sait qu'il réapparaîtra simplement à la tour s'il meurt. Il demande ensuite une explication à Vanadu, alors elle révèle que le dieu sombre Alba Garmut est son amant, qui est parti en mission et n'est jamais revenu, tout comme son père. Elle apprit plus tard qu'il était scellé dans cette tour et elle vint le libérer. Comme Lionel a une chance terrible, elle pensa que cela aiderait à lever la barrière et son plan sembla fonctionner. Lute l'informe ensuite que la deuxième barrière est sur le point de tomber aussi, et Vanato est anéantie quand elle apprend que le créateur de la barrière est également mort. De plus, Masaki, qui représentait une grande menace pour le dieu des ténèbres, est également mort, ce qui signifie que personne ne peut empêcher Vanadu de ressusciter son bien-aimé. Elle retire ensuite le cœur de la barrière. Mais avant qu'elle ne le détruise, Yogiri et les autres atteignent la surface. Une fois le seau brisé, Vanadu se prépare pour une séance de plomberie, mais le dieu des ténèbres tombe immédiatement dans la rivière en contrebas, laissant tout le monde sous le choc. Il s'avère que Yogiri avait senti son aura maléfique avant le début du test et l'avait accidentellement éliminé. Et c'est ce qu'il a chuchoté à l'oreille de Tomo. La seconde d'après, l'Adessa tranche la gorge de Hareb, et avant même que quiconque ne puisse réagir, le hérisson agresseur revient et exécute Bayonato. Lute se précipite rapidement pour la soigner, et il parvient même à la ramener à la vie. Pendant ce temps, Organ sort le dieu des ténèbres, Albud-Garma, de la rivière. Mais comme il ne réagit pas, il décide de lui offrir des sacrifices humains pour le ressusciter. Une horde de démons apparaît juste après, mais Yogiri utilise sa compétence de mort instantanée sur Organ, éliminant toute la horde d'un seul coup. Pendant ce temps, Bayonetta a complètement perdu la tête et attaque tout le monde à tort et à travers. C'est alors qu'Ayoi et Daemon apparaissent à la tour, marchant tranquillement à travers les explosions jusqu'à atteindre le roi divin et les autres. Elle leur demande s'ils savent quelque chose sur Yogiri, mais elle remarque ensuite que c'est pas le meilleur moment. Elle voit aussi que Rick est déjà devenu un maître d'épée, alors elle lui conseille d'utiliser son épée sacrée, car elle peut tuer Vaanado. Après sa mort, la poussière retombe et Ayui voit enfin Yogiri avec ses deux chuites. Elle utilise sa lumière d'évaluation pour vérifier ses niveaux de puissance, mais son système bug et elle tombe à genoux. Tout ce qu'elle voit dans son profil est une fin à toutes les chronologies, et cela lui procure une telle horreur qu'elle en a la nausée. Elle réalise qu'elle ne peut pas blesser Yogiri, alors elle dit qu'elle est seulement venue ici pour qu'il puisse retrouver son camarade de classe Damon. Quand Yogiri dit qu'il ne veut pas d'une balle rebondissante avec des jambes dans son équipe, elle s'excuse et s'enfuit immédiatement. Yogiri demande ensuite à Diamond ce qui est arrivé à son collier, et il répond que son effet n'était que temporaire. Une fois que tout se calme, les survivants se rassemblent en un seul endroit, et Rick demande à Théodisia pourquoi elle a exécuté Durab. Elle dit qu'elle a simplement vengé son peuple, mais Rick veut toujours la punir pour ce qu'elle a fait. C'est alors que Yogiri intervient et propose de montrer à Rick ce qu'il y a au sous-sol. Rick pense que Yogiri ne devrait pas s'immiscer car il est faible, mais la reine divine elle-même se porte garante pour lui, affirmant que Yogiri est la raison pour laquelle ils sont tous en vie en ce moment. Ensuite, Théodisius dit qu'elle va chercher sa sœur, Euthemia, qui était une fidèle servante de Lan. Ensuite, Yogiri et Tomoe partent pour la capitale, et Rak leur donne un pendentif qui les aidera au cas où ils auraient des ennuis. Sur ce, tous les autres s'en vont, laissant Démon derrière, et Shion apprend qu'Aoi a disparu et a échoué sa mission de tuer Yogiri. Pour obtenir plus d'informations sur lui, elle invoque quelqu'un du monde de Yogiri, et l'homme s'avère être un scientifique de l'Institut. Dès son arrivée, Yogiri traque sa présence et utilise sa magie pour le faire exploser, laissant Shin sous le choc. Pendant ce temps, à l'intérieur du bus attaqué par le dragon, une étudiante nommée Biaka, qui avait été tuée auparavant, se réveille et entend plusieurs intelligences artificielles parler en termes informatiques.
Pendant leur conversation, elle réalise qu'elle est morte et a été ressuscitée par eux en tant que robot. Elle apprend également qu'elle a besoin d'une source d'énergie massive dans les 30 minutes, sinon elle mourra à nouveau. Alors elle sort du bus et commence à dévorer le dragon pour restaurer complètement son corps. D'autre part, Yogiri rêve du moment où Asaka lui a préparé un vrai repas, mais elle n'y connaissait rien du tout. Quand il s'est plaint, elle lui a dit de l'avaler et de faire semblant que c'était bon, ce que votre mère fait les samedis soirs. Plus tard, elle décida de lui donner une éducation précoce, mais fut bientôt interrompue par un androïde à l'apparence humaine qui était venu livrer des courses. Asaka lui demanda d'apporter d'autres choses pour sa propre commodité, et le robot accepta de le faire. Un mois plus tard, Yukio fut impressionné par ses progrès, mais quand elle demanda de l'aide, il refusa car personne n'était disposé à prendre ce travail. Elle ne voulait pas rester enfermée avec Yogiri pendant des semaines, alors elle exigea une sortie, mais quand Yukio lui tendit ce gros chèque, elle fut plutôt tentée. Elle argua ensuite qu'elle ne pouvait même pas utiliser cet argent, mais Yukio lui dit qu'elle pouvait sortir quand elle voulait, ce dont elle n'était pas consciente. Elle demanda ensuite qui cuisinerait pour Yogiri en son absence, et Yukio l'informa que les robots avaient cuisiné pour lui avant son arrivée. Entendant cela, Asaka se dirigea vers la ville, et après beaucoup de shopping, elle passa la nuit dans un hôtel de luxe. Cependant, elle se réveilla plus tard en captivité, et une voix lui parla par le haut-parleur. De retour dans le coffre-fort, Yogiri apprit qu'Asaka était en vacances, ce qui le rendit un peu triste. Cependant, elle avait demandé au robot de lui apporter un chien qu'il nomma Nakori. Finalement, il décida de la chercher et demanda au robot comment trouver Asaka, et elle lui dit qu'il devait ouvrir la porte de l'extérieur. Yogiri demanda ensuite aux opérateurs d'ouvrir la porte, et quand ils refusèrent, il les tua sur le coup. L'une d'elles était si terrifiée à l'idée de mourir qu'elle accepta d'ouvrir la porte, et Yogiri sortit tranquillement, interrogeant Yukio sur Asaka. Il lui dit qu'elle était partie en vacances et qu'elle pourrait ne jamais revenir car elle avait été emmenée par l'agence. Yogiri demanda à Yukio pourquoi il ne l'aidait pas, et quand il dit qu'il était impuissant face au supérieur, Yogiri décida de l'aider lui-même. Peu après, Yogiri fit irruption dans l'agence, laissant des corps à droite et à gauche alors qu'une alerte maximale se déclenchait. Des forces spéciales lui avaient tendu un piège, mais il sentit leur intention meurtrière et les élimina en un instant. Alors qu'Asaka entendait leurs cris à l'extérieur, une femme entra et la tint en joue. C'est alors que Yogiri entra dans la pièce, et avec un vent prêt à tirer, Yogiri la fit tomber et courut vers Agasaki. Il lui demanda ensuite de rentrer chez elle avec lui, et quand elle sortit de la pièce, elle fut horrifiée de voir des dizaines de soldats morts. Malgré cela, elle serra la main de Yogiri, ce qui l'assura qu'elle ne le quitterait pas. Peu après, ils retournèrent au coffre-fort, où Asaka demanda à Yukio ce qu'il ferait à Yogiri après avoir vu de quoi il était capable. Il lui dit qu'il ne pouvait rien faire, alors ils laissèrent couler. Et elle ne peut pas quitter Yogiri maintenant, car il ne pourra pas vivre sans elle. Asaka accepta de continuer avec le garçon pour l'instant, sachant qu'il bouleverserait le monde si quelque chose lui arrivait. Elle retourna ensuite auprès de Yogiri pour jouer avec lui, mais paniqua car elle avait oublié son sac Gucci Ants, ce qui fit rire le garçon. Actuellement, Tomo regarde Yogiri dormir dans leur jeep et elle ressent de l'attirance pour lui. Alors qu'elle discute de ses sentiments avec Momo, Yogiri se réveille enfin et ils arrivent bientôt à la capitale royale où Momo révèle qu'ils sont encerclés. Peu après, le chef de la sécurité, Torque, apparaît avec des dizaines de gardes et reconnaît que leur jeep appartient au cadavre immortel. Yogiri l'informe qu'il l'a obtenu du maire Ryota, mais Torque reste dubitatif et décide de les évaluer. Il réalise qu'ils sont des candidats sages en divin, mais même cela ne dissipe pas ses doutes. Cependant, dès que Yogiri leur montre le pendentif que Rick leur a donné, ils s'inclinent tous, expliquant que cette amulette est en accord avec le blason de la famille royale. C'est alors que David, le plus jeune de la famille royale, leur demande de montrer leurs épées divines qu'ils ont reçues du maître d'épée. Quand Yogiri dit qu'il n'a pas reçu d'épée, David lui demande de prouver ses compétences lors d'un combat à l'épée. Momo et Yogiri convainquent Tomo de défier David en duel, promettant de la protéger si les choses dégénèrent. Peu après, le duel commence et Tomo commence à agiter son couteau devant le visage de David, ce qui le déstabilise. Elle lance ensuite son couteau en l'air, se précipite rapidement derrière lui et le frappe d'un seul coup dans le dos. Après avoir remporté le duel, Tomo et Yogiri sont autorisés à entrer dans le château et David leur dit que les murs sont protégés par une barrière placée par le grand sorcier Iglesia. Il leur propose ensuite de leur faire visiter la capitale et le duo remarque que toute la ville est remplie à ras-bord de guerriers. David révèle que ces gars viennent ici pour défier le monde souterrain, un endroit sous la capitale où un dieu des ténèbres est scellé. Yogiri lui dit ensuite de les laisser, et après qu'ils soient partis, il dit à Tomo qu'ils rencontreront bientôt leurs camarades de classe. Tomo s'inquiète de la façon dont ils vont tout leur expliquer, et Yogiri lui demande si elle est prête à leur pardonner en premier lieu. Peu après, ils s'installent à une cérémonie de bienvenue avec le reste de leurs camarades de classe, où le roi de l'argent s'adresse à eux. Quand un étudiant essaie de le déjouer, le roi lui tranche les doigts pour envoyer un message qu'il ne plaisante pas.
Pendant ce temps, Shin trouve Ayoi cachée dans un plan différent. Et quand elle essaie de l'approcher, elle remarque qu'Ayoi tremble de peur rien qu'à l'idée de rencontrer Yogiri. Pendant ce temps, Lutte demande à Diamante de lui donner des informations sur Yogiri, mais le gros sait qu'il est mort s'il lui dit quoi que ce soit. Lutte comprend que Yogiri a le pouvoir de tuer n'importe qui juste en le souhaitant, mais il a quelqu'un qui pourrait être capable de le contrer. Il sort une clé de son manteau, révélant qu'elle a une clé d'un sceau qui contient la sœur cadette d'Alba Garma. Elle était trop bizarre à son goût, alors il l'a scellée il y a longtemps, mais maintenant elle peut s'avérer utile pour vaincre Yogiri. Diamant réalise qu'il est aussi inutile qu'Armin lors de la chute de Shiganshina, mais Lutte a toujours besoin de lui pour trouver Yogiri, alors il l'entraîne avec lui. De retour dans la capitale royale, le roi de Mani dit aux candidats sages qu'ils doivent traverser le monde souterrain et vaincre le dieu des ténèbres. Il leur dit qu'une base leur sera donnée pour se préparer avant de partir. Ensuite, les camarades de classe tournent leur attention vers Tomo, se demandant comment elle a survécu si longtemps sans aucune capacité. Tomo leur dit désespérément de remarquer Yogiri aussi, mais Bro est un personnage secondaire dans son propre anime. Pendant ce temps, la reine divine retourne en ville et est accueillie par Ollerus, l'archevêque de l'église. Il l'emmène à son bureau et lui demande ce qui est arrivé au dieu des ténèbres, et elle répond qu'il est mort. Ollerus lui demande ensuite si elle s'est occupée de la clé de scellement, mais quand elle dit qu'elle n'en a aucune idée, il sort une étrange clé qui agit comme sa kryptonite. De retour au palais, le duo rencontre Yasaki, qui ne ressent toujours aucun remords à les utiliser comme appât. Pendant que Tomo est occupé à le réprimander, une méchante aux cheveux roses nommée Sora les rejoint et dit calmement qu'elle ne peut pas leur faire confiance car, ayant été laissé pour mort, il pourrait être revenu pour se venger. C'est alors qu'il réalise que si Izaki est le leader sur le papier, Sora est celle qui tire les ficelles en coulisses. Plus tard, Yogiri rencontre deux idiots, Yukimasa et Yugo, qui essaient d'être amicaux avec lui. Peu après, un garçon émo déprimé, Fukai, entre dans la pièce et demande à Yogiri s'ils peuvent parler. Il révèle que sa classe est un dieu de la mort, ce qui lui permet de tuer n'importe qui instantanément afin que Yogiri n'ait pas à supporter le fardeau seul. Il révèle également qu'il avait été engagé pour le surveiller dans leur monde précédent, mais qu'il n'était pas autorisé à le voir. Fukai retire ensuite son propre globe oculaire et le pose sur la table, révélant qu'il peut détecter le surnaturel, mais il a perdu ce pouvoir en venant dans ce monde. Il laisse l'œil sur la table avant de quitter la pièce, et Yukimasa et Yugo sont tous deux effrayés. Pendant ce temps, Tomo traîne avec les filles qui la mettent au courant des capacités de chacun. Wushio peut arrêter le temps. Monokata a une vision au rayon X et Yatsde a des tentacules, mais toutes leurs capacités ont été scellées par Sora. C'est alors que Ryoko arrive et lui demande de l'emmener voir Yogiri. Peu après, elle et Carole conduisent Yogiri dehors, et Ryoko se met à genoux, s'excusant pour tout ce qu'elle aurait pu lui faire. Elle explique qu'elle veut être dans ses bonnes grâces au cas où il déciderait de conquérir le monde, mais Yogiri la trouve agaçante. Carole révèle ensuite qu'elle vient de l'agence tandis que Ryoko vient de l'institut, et Fukai, qu'il a rencontré plus tôt, appartient au culte. Tous les trois ont été chargés de le surveiller, ce qui surprend un peu Yogiri. Carole demande ensuite à Tomo si Yogiri a déjà pris sa virginité, ce qui la fait paniquer. Quand Yogiri demande pourquoi Sora donne les ordres, ils lui disent qu'elle a une compétence appelée Vœu, qui désactive les capacités des autres. Elle a désactivé les capacités d'Izaki en tant que leader et a ensuite utilisé ses charmes pour que tout le monde la suive. Si quelqu'un rompt le vœu avec elle, il meurt purement. Et simplement, c'est pourquoi elle est dangereuse. Yogiri révèle ensuite qu'il veut voir Shion pour qu'il puisse rentrer chez eux. Mais comme il pourrait avoir besoin de l'aide des autres, il suggère qu'ils forment une alliance temporaire. Quelque temps plus tard, alors que les filles se rassemblent pour leur mission, Rick apparaît pour être leur guide. Pendant ce temps, l'équipe des garçons est dans un étrange tunnel et David les rejoint, car son sang royal a la capacité de sceller des choses. Alors que les deux parties rencontrent leur premier ennemi, Tomo et Yogiri prennent le premier contact et prouvent leur valeur à leurs équipes respectives. Pendant ce temps, Démon erre dans la capitale avec Luke, qui est maintenant habillé en femme. Ignorant ses cris, Luke lui dit que la sœur de son maître est scellée sous la capitale, mais il ne sait pas où se trouve l'entrée du monde souterrain. Elle veut recueillir plus d'informations et Démon suggère d'aller dans une taverne. Pendant ce temps, Euphemia erre dans les environs de la ville lorsqu'elle rencontre la jeune copie de Line. Elle la reconnaît immédiatement et plie le genou, se présentant comme une servante. La fille veut aussi se présenter, mais comme elle n'a pas de nom, elle se nomme Risley sur le champ. Plus tard, Diamond et Luke visitent la taverne et apprennent de la serveuse que les candidats sages pillent le monde souterrain et sont déjà au niveau 5. À proximité, ils voient Ushio et ses amis se plaindre que Yogiri arrive à la dernière minute et vole tous les méchants. C'est alors qu'Hidaka, récemment ressuscité dans le bus, arrive et commence à tabasser Ushio. Elle le frappe au point qu'Ushio meurt, et elle déclare qu'elle éliminera un de ses camarades de classe chaque jour en guise de punition pour l'avoir utilisé comme appât. Alors que tout le monde sort de la taverne en courant, Shin apparaît et se présente à Loot et Demon.
Elle leur dit que Yogiri a la capacité de détecter les intentions meurtrières, c'est pourquoi il est préférable de se débarrasser de lui dès que possible. Lute jure de l'éliminer, mais elle pense qu'un simple subordonné d'un dieu des ténèbres ne peut pas faire grand-chose. Shion leur donne ensuite un indice sur la façon d'entrer dans le monde souterrain avant de partir. Pendant ce temps, alors que Shoyon reçoit une mise à jour sur la performance des sages dans le monde souterrain, un autre candidat, Oruto, entre dans la pièce et demande à Shoyon de prolonger le délai. Shion accepte sa demande, mais en échange, elle lui demande de se débarrasser de Yogiri. Pendant ce temps, Ayaka se détend sur le balcon quand quelqu'un commence à lui jeter des pierres. Elle repère la coupable sur un toit voisin et la reconnaît comme Réona, une candidate sage experte en combat au corps à corps. Sans aucun effort, Ayaka lui coupe le bras, mais avant qu'elle ne puisse l'achever, son assistant vocal révèle que la compétence de Ryona a été supprimée par le sceau de la famille royale. Hidaka la laisse ensuite partir car elle veut la combattre quand elles seront toutes les deux à pleine puissance. Pendant ce temps, Luke traîne Diamond jusqu'à la première couche du monde souterrain. Et pendant qu'ils discutent de la prochaine étape, Luke repère une méchante qui rôde. Elle dit qu'elle a senti tous les vêtements envoyés sur Luke et c'est pourquoi elle est arrivée en courant. Demon demande à Luke qui est cette femme et elle lui dit que c'est la mana du dieu des ténèbres pour laquelle ils sont venus ici. Peu après, le chef de la guilde des assassins, Ryosuke, reçoit une lettre l'informant que sa prochaine cible est Yogiri. À l'hôtel, Tomo reproche à Yogiri de se relâcher, mais il révèle qu'il s'entraîne à limiter ses pouvoirs afin que ses attaques deviennent non létales. De plus, il est sorti en ville pour essayer des plats, mais il a eu l'impression que quelqu'un le ciblait, alors il veut l'aide de Tomo. Dans les tunnels, Mana leur dit que son frère l'a scellé, mais même ainsi, elle l'aime beaucoup. Damon lui demande comment elle peut se déplacer avec le sceau, et Mana révèle qu'elle a réussi à briser le sceau. Luke offre ensuite à Mana la clé de son sceau, ce qui lui remonte le moral, et elle leur demande de la suivre. Elle les emmène dans un monde fantastique qu'elle a construit, où elle a beaucoup d'enfants d'Alabama avec Aldagarma. Pendant ce temps, Ayaka fait irruption dans les appartements du roi, déclarant que son plafond de dons lui cause beaucoup de problèmes. Le roi essaie de la combattre, mais elle le transforme facilement en barbecue, mettant fin à sa vie. Elle se dirige ensuite vers l'hôpital où Rayona est soignée, et elle lui dit qu'elle a mis fin au roi, afin qu'elle puisse se battre à armes égales maintenant. Son bras est déjà rattaché, alors elle ne perd pas de temps et bondit sur Ayaka. Elle prend le dessus initialement, mais Ayaka renverse rapidement la situation en détruisant son bras une fois de plus. Elle utilise ensuite une magie de type tentacule pour l'étrangler à mort. Le lendemain, pendant que la chambre du roi est réparée, Yogiri et Tomo errent dans la ville, discutant de la façon de gérer les personnes qui le ciblent. Comme Tomo a une vue perçante, Yogiri veut qu'elle surveille, mais elle veut qu'il lui offre un bon repas en échange. Pendant ce temps, un tireur d'élite de la guilde des assassins s'entraîne à cacher son intention meurtrière envers Yogiri. Alors quand il tire réellement, Yogiri ne peut pas le suivre. Malgré tous ses efforts, il ne peut pas cacher son intention et est tué sur le coup. Peu après, Tomo emmène Yogiri à son restaurant préféré, mais il est déjà détruit grâce à Ayaka. Pendant qu'elle jacasse, Yogiri la tire soudainement et un civil innocent est abattu par un drone. Peu après, Yogiri voit que le drone est détruit et Momo révèle que c'était son œuvre. Une fois que Yokuri traque le signal jusqu'à Ryosuke, il essaie de s'échapper en hélicoptère mais est rattrapé par eux. Alors que la poussière retombe, Momo attrape également une princesse esprit qui essayait de les attaquer, et Tomo déclare qu'elle a enfin fait quelque chose d'utile après si longtemps. En désespoir de cause, Ryosuke invoque Yama, la reine du feu, mais Yogiri la tue avant même qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit. C'est alors que l'assistante androïde de Ryosuke Anju lance un couteau vers Yogiri, mais Tomo l'attrape juste avant qu'il ne le frappe. Il marche ensuite nonchalamment vers elle et prononce les mots « arrêt d'urgence », faisant perdre connaissance à Anjuk. Tomo est confuse de savoir comment il la connaît, et il promet de le lui dire plus tard. Pendant ce temps, dans le monde fantastique de Mana, Lute s'excuse auprès de Diamond de l'avoir entraîné dans ce drôle de pétrin. Pour se rattraper, il lui remet la clé du sceau, révélant que quiconque la détient sera protégé de Mana au cas où elle perdrait la tête. Diamond dit que sa vie n'est pas aussi précieuse, mais Lute dit qu'il a déjà accepté qu'il allait mourir bientôt, mais qu'il a apprécié voyager avec lui. Mana les emmène ensuite dans ses appartements et leur montre le sceau que son frère a créé, et elle croit qu'il l'a fait pour la protéger. Dehors, Ryosuke fournit à Yogiri des informations précieuses, mais Yogiri lui dit qu'il doit mourir. Sa compétence lui permet de créer des objets du monde précédent, ce qui signifie qu'il peut faire des copies d'Anju, et Yogiri ne peut pas accepter cela. Ensuite, pendant qu'Anju se repose, Yogiri révèle qu'elle est une amie robot avec laquelle il jouait quand il était jeune, et c'est un robot créé à partir de sa conscience pour le tuer. Il dit que la vraie Anju se détend probablement chez elle, grignotant des chips, mais voir ce robot le rend triste et il veut mettre fin à sa souffrance. Plus tard, en sortant, il voit l'endroit entier en flammes et Ayaka est au centre de tout cela. Sora rassemble tout le monde et les informe qu'Ayaka a déjà ôté la vie à 8 candidats sages.
Ceux qui peuvent se battre doivent s'occuper de leur mission dans l'au-delà. Ayaka les trouve donc seuls et les élimine un par un, sans pitié. On leur a dit de quitter le pays car les choses ont empiré depuis leur arrivée. Sora les exhorte donc à redoubler d'efforts. Le lendemain, au 6e niveau des enfers, David est chargé de rejoindre Yogiri et Tomo, mais il lui conseille de quitter la ville avant qu'elle ne devienne un véritable cirque. Peu après, ils tombent tous sur une horde de singes et d'autres animaux, et Gizaki mène la charge contre eux. Pendant ce temps, Lute révèle enfin à Mana que son frère est décédé, mais Mana refuse d'y croire, affirmant que quelqu'un d'aussi fort que lui ne peut jamais mourir. Juste après, elle déclare qu'elle va donner naissance à son frère, et Demon regrette chaque choix qu'il a mené ici. Mana arrache ensuite les mains de Lute de leurs orbites, disant qu'elle en a besoin car elles ont touché le corps de son frère. Elle dit aussi qu'elle a besoin de son cerveau pour voir à quoi ressemblait son frère avant sa mort. Mais Damon devient anxieux et demande à Mana de l'aider en premier. Elle accepte, mais lui demande ensuite de briser complètement son sceau afin qu'elle puisse utiliser pleinement ses pouvoirs. Pendant ce temps, les jours suivants, les candidats sages aident en ville pour se bâtir une bonne réputation. Alors qu'elle dîne, les filles demandent à Komo si elle et Yogiri ont exploré le pays de Lala, mais elle rougit et part à sa recherche. Yogiri, quant à lui, se détend dans la forêt lorsqu'il voit David en transe, marchant presque au bord de la falaise. Yogiri agit rapidement et l'arrête, mais peu après, quelque chose jaillit de l'intérieur de la falaise. De retour au restaurant, Shoyon arrive soudainement et leur dit qu'ils ont eu la vie trop facile jusqu'à présent et qu'aucun sage n'existera si cela continue. Ainsi, elle leur demande de se battre entre eux jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, les laissant sous le choc. Peu après, Ryoko voit sur son téléphone que la deuxième porte est ouverte. Pendant ce temps, alors que Tomo cherche Yogiri dans la forêt, la falaise sur laquelle il se trouve se brise et il tombe dans l'oubli. Ailleurs, Théodisia repère un groupe de mages faisant passer en douce des demi-démons et attaque leur carrosse. Après les avoir vaincus, elle libère son peuple puis aperçoit sa sœur Euphémia tout près. Au restaurant, Shihan ajoute que ceux qui n'auront exécuté personne en 1 heure seront eux-mêmes exécutés. La même chose arrivera si quelqu'un tente de s'échapper ou de quitter le château. Alors que les autres trouvent cela absurde, Fu s'avance et dit à Shion que c'est elle qui devrait mourir. Elle accepte donc de les laisser tous partir s'ils parviennent à la vaincre. Fukei utilise alors sa compétence de mort instantanée pour la tuer, mais elle revient immédiatement à la vie et donne une explication illogique de la façon dont elle a fait cela. Fukei n'écoute pas et continue d'utiliser sa capacité sur elle jusqu'à ce qu'elle s'agace et lui arrache la tête de son cou. Pendant que tout le monde s'enfuit, 2 filles nommées Romiko et Gianna trouvent Tomo dans la forêt pour l'informer de la bataille royale. Pendant ce temps, Yogiri est toujours en chute libre avec David et se souvient du moment où Osaka lui a dit que les êtres qui ont dépassé les humains ne peuvent pas vivre selon les normes humaines. Ils doivent donc créer de nouvelles bases morales pour eux-mêmes. Elle lui a conseillé de bien réfléchir avant d'agir, lui rappelant que ce n'est pas parce qu'on peut le mettre dans le grille-pain que le petit déjeuner vient avec des saucisses supplémentaires. Suivant son conseil, il décide d'utiliser sa capacité de mort instantanée sur son élan, lui permettant de ralentir sa chute au 7e étage, qui s'avère être le pays fantastique de Mana. À l'intérieur de son château, le démon final brise le sceau et elle leur dit à tous deux de partir avant qu'elle ne les fasse exploser. Le démon attrape rapidement Lute et le traîne dehors, mais le sol sous leurs pieds devient collant. Lute lui dit qu'il sera aspiré s'il ne part pas seul, mais quand il refuse, il le jette hors du château. Pendant ce temps, les sœurs demi-démons et Risley se retrouvent enfin, et Eutimia explique qu'elle est devenue un sang d'origine grâce à l'âne. Risley ajoute qu'elle peut aussi sentir la présence de son peuple, alors elles se sont associées pour chercher d'autres demi-démons. Elle révèle également qu'elle se dirige vers la capitale pour rencontrer Yogiri, et Théodisia révèle qu'elle l'a déjà rencontré auparavant. Au 7e étage, Yogiri voit Diamond courir vers lui, et ils sont tous deux confus de se voir. Au moment où Diamond se cache derrière lui, Yogiri voit une gelée bleue le suivre et lui ordonne de mourir. Le démon explique alors qu'ils peuvent sortir d'ici en utilisant un raccourci, mais des slimes le gardent. Yogiri accepte de l'accompagner et de vaincre les slimes, mais en retour, il veut que le gros porte David sur son dos. Au 6e étage, les tensions sont vives alors que tous les étudiants commencent à se battre entre eux, tandis que Tomo se cache au sommet d'un arbre pour éviter complètement de se battre. C'est alors que Momo lui dit que Yogiri est coincé au 7e étage et ne sait pas comment revenir. Quant à Tomo, comme elle n'était pas dans la pièce quand Shion a lancé la mission suivante, elle n'en fait même pas partie et peut continuer sans ôter de vie. Peu après, Yogiri et Diamond atteignent un ascenseur qui les mène au 6e étage. Là, un autre candidat, doté de la capacité de lire et de manipuler l'avenir, les sent arriver et tente de les éliminer. Mais quoi qu'il tente, le livre du futur lui dit qu'il va mourir. Dès que Yogiri sort de l'ascenseur, il met fin au candidat. Et quand Daemon questionne sa morale, Yogiri explique que ce type a essayé de les éliminer en premier. Ensuite, Daemon apprend qu'il fait aussi partie du jeu et qu'il mourra s'il essaie de s'enfuir.
À ce moment-là, Mia, une candidate extrêmement surpuissante avec les pouvoirs du dieu chat, voit la notification concernant Diamond et décide de l'éliminer. Elle le rencontre dehors et essaie immédiatement d'attaquer Yogiri. Mais il se défend avec des arts martiaux, mais remarque que l'un des chats qui lui donne des pouvoirs est mort. Alors quand elle demande à l'autre de prendre le relais, Yogiri met fin à l'autre aussi. Ces deux sources de pouvoir éliminées, Mi devient inutile et s'enfuit dans la forêt. Pendant ce temps, Tomo observe tout le chaos de loin quand Momo arrive et révèle que leur position pourrait être compromise. Tomo décide de changer de cachette pour tomber sur sa meilleure amie Mikoji, qui cachait sa capacité de nécromancienne jusqu'à présent. Elle présente ensuite Tomo à son esprit gardien Teyanu, et Tomo devient jalouse parce que Teyanu ressemble à une poupée tandis que Momo ressemble à un jouet gonflable. À ce moment-là, Mikoshi utilise sa compétence cachée pour voler Momo et dépouiller Tomo de son armure. À ce moment-là, Yogiri arrive et la couvre de sa propre veste avant de tourner son attention vers Mikoshi. Ailleurs, Izaki et son escouade tentent d'éliminer Sora parce qu'elle l'a dépouillée de son rôle de leader, mais elle se révèle trop puissante pour eux. À ce moment-là, une gelée bleue apparaît de nulle part et les engloutit, mais Haruto utilise ses ailes pour l'éviter. De retour avec Mikoshi, une voix lui dit d'éveiller ses vrais pouvoirs, alors elle recrache Momo et se renforce, seulement pour que Yogiri la tue sur le champ. À ce moment-là, Demon les rejoint, et Yogiri explique qu'il l'a amené car il est le seul à avoir la clé de l'ascenseur. Puisqu'il est temps pour sa partie de la bataille royale, Yogiri décide de l'utiliser comme appât pour attirer Shin afin de pouvoir la tuer et terminer cette mission. Alors qu'ils arrivent à la porte du château, Carole et Ryoku apparaissent et demandent s'ils peuvent rejoindre leur équipe. Avant que quiconque ne puisse répondre, une bombe nucléaire géante est larguée sur la ville, qui rase tout. Bien que Yogiri et les autres soient en sécurité, tout le 6e étage est anéanti et ils ne sont plus conscients des limites du château. D'autre part, Ayaka est prise dans l'explosion et 60% de son corps est soufflé, alors elle utilise une compétence appelée soin draconique qui la guérit mais la transforme en dragon. Elle cherche toujours à se venger de ses camarades de classe, mais l'assistant vocal pense qu'il pourrait déjà être mort. Cependant, Ayaka veut toujours confirmer, mais sa capacité de recherche est restreinte par Sheon. Cependant, elle peut maintenant utiliser la compétence guerrière dragon, ce qui lui permet de créer une armée de lancières qui combattront en son nom. Peu après, elle localise Yogiri et son escouade, alors elle envoie toute son armée pour les massacrer. Cependant, Yogiri les anéantit tous en un instant, lui faisant réaliser qu'il est l'alpha oméga de leur monde précédent. Son assistant vocal révèle également qu'en raison du potentiel de Yogiri à anéantir l'humanité, ils ont été codés de manière à ce qu'ils ne les reconnaissent pas, afin d'augmenter leurs chances de survie. La voix le prévient alors de quitter cette zone, mais les pensées d'Ayaka sont obscurcies par la vengeance, alors elle ignore ses supplications et vole vers Yogiri. Comme prévu, Yogiri la tue sur le champ et une fois que l'assistant vocal à l'intérieur de son corps meurt, il reconnaît enfin que c'était Ayaka. Ensuite, ils estiment les limites du château et en sortent, et Shine apparaît immédiatement pour les arrêter. Avant qu'elle ne puisse commencer à jacasser, Yogiri utilise ses pouvoirs pour détruire sa cheville gauche, lui disant de ne rien faire de brutal, ou il pourrait accidentellement la tuer. Shin n'écoute pas et essaie de l'attaquer à nouveau, mais cette fois il lui brise le pouce. Yogiri lui demande alors comment il peut retourner dans son monde d'origine, mais Shin ne répond pas et se téléporte dans sa chambre. Là, elle essaie de guérir son pouce, mais quoi qu'elle tente, il reste cassé. À ce moment-là, son assistant Yuichi entre dans la pièce pour prendre de ses nouvelles, mais Yogiri commence à l'attaquer aussi. Shion retourne alors vers Yogiri et le supplie d'épargner Yuichi, et en retour elle fera ce qu'il dit. Yogiri dit qu'il veut juste parler, et qu'il est inutile pour elle de s'échapper car il a une note de mort en tête. Il veut savoir comment rentrer chez lui, mais Shion révèle qu'il n'y a aucun moyen pour l'instant. Yogiri souligne que Diamond a pu revenir lors de sa dernière venue ici, mais Shion révèle qu'il y avait un lien à l'époque qui est maintenant brisé. Yogiri lui demande alors de donner les coordonnées de leur monde, et elle commence à les afficher via une projection. Avec les coordonnées, Yogiri exige une source d'énergie et Shai et Hansen une pierre philosophale, révélant que plusieurs d'entre elles lui permettront de rentrer chez lui. Yogiri réalise que tous les sages qu'il a éliminés jusqu'à présent possédaient tous des pierres philosophales, mais comme cette pierre est la source de leur immortalité, elle perd son pouvoir une fois qu'ils sont éliminés par lui. Comme Shion ne connaît pas l'emplacement des autres sages, Yogiri demande à Diamond de localiser la sortie sur sa carte. Demon lui demande s'il va laisser Shin vivre et il répond qu'il n'a aucune raison de lui ôter la vie. Après l'avoir laissé estropié et déprimé, Shaun essaie de retourner dans sa chambre mais est incapable d'utiliser sa magie de téléportation. À ce moment-là, des tentacules apparaissent du sol et lui attrapent la jambe. Juste avant que Mana ne se révèle sous une forme diabolique, Shion essaie de s'échapper, mais toutes ses capacités sont désactivées et elle tombe dans le marais en contrebas. Quand elle réalise qu'elle est aussi bonne que morte, elle dit à Mana de se souvenir du nom de Yogiri, car c'est le gars qui va la tuer.
Pendant ce temps, Mana commence à attaquer la capitale, mais Rick s'avance en tant que défenseur royal pour sauver son peuple. Cependant, ce n'est qu'un seul homme et il ne peut empêcher Mana de consumer toute la ville. Pendant ce temps, alors que l'évêque Polarus célèbre le retour de Mana, Yugiri arrive et le tue immédiatement. Quand il remarque une gelée rouge envahir la ville, Daemon réalise alors que c'est sa faute car c'est lui qui a brisé le sceau de Mana. Peu après, Mana apparaît devant eux et demande à Diamond où trouver Yugiri, l'homme qui a tué son frère. Daemon le pointe immédiatement du doigt pour sauver sa propre peau. Mais avant même que Mana ne puisse réagir, Yugiri met fin à sa forme de gelée. Cependant, toute la ville est bloquée par les débris, alors David suggère d'utiliser des parapentes pour se déplacer. Comme il peut contenir 5 personnes, Yugiri et Tomo restent derrière, et Momo transforme l'armure de Tomo en une combinaison volante. Comme Yugiri ne peut pas voler, il la serre fort et elle s'envole dans la ville comme un Batman à petit budget. Après s'être retrouvés dehors, ils décident de se reposer d'abord dans une ville voisine avant de poursuivre leur mission de retour à la maison. Cependant, Yugiri précise qu'il ne rassemblera suffisamment d'énergie que pour lui et Tomo, mais Carol et Ryoko sont d'accord avec cela. À ce moment-là, Risley arrive dans sa calèche et se présente à Yugiri. Elle lui demande de l'épouser, mais l'homme la rejette instantanément. À ce moment-là, les sœurs demi-démons sortent de la calèche et ils réalisent qu'elles se sont enfin unies. Risley lui tend alors sa pierre philosophale, le rapprochant d'un pas de son objectif. Pendant ce temps, alors que le roi divin se prépare à libérer la ville de l'emprise de Mana, Daemon se sépare des autres et jure de construire son propre harem. Cette nuit-là, tandis que Yugiri se repose sur les genoux de Thomas, il se souvient qu'Asaka lui a dit qu'il peut utiliser ses pouvoirs comme il veut, mais qu'il doit prendre des décisions rationnelles et intelligentes. Elle lui conseille également de ne pas se fixer sur les moyens traditionnels de justice et de suivre son cœur. Sur ce, il passe à la ville suivante, prêt à rentrer chez eux. C'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne, et nous pourrions faire une deuxième partie. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, commentez quel personnage avait les plus gros melons.